5, 3, 2, 1. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct au Théâtre Beau à Paris. Bienvenue au LinkedIn Live de l'Association française des conférenciers professionnels. Nos LinkedIn Live mensuels sont l'occasion de découvrir nos conférenciers sous un autre angle. Ces conversations informelles peuvent être les véritables leviers pour découvrir des regards différents, des sources de créativité, d'innovation, de connexion et d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'être accompagnée par 3 conférenciers exceptionnels. Virginie Delalande, conférencière motivationnelle internationale, auteure du livre best-seller Abandonner jamais. Élue femme Forbes inspirante en 2022 et fondatrice de Handicap Power. Nous avons également Laurent Godon, conférencier et PDG cofondateur de Dulcinea, la première maison de beauté inclusive en France. Il est aussi président et fondateur de l'association Burns and Smiles, qui est spécifiquement organisée pour les personnes brûlées. Et nous avons Olivier Cosetta, qui est conférencier professionnel, coach et conseiller de dirigeants, ancien officier des forces spéciales et fondateur du cabinet Synergie & Co. Bienvenue tous les 3. Pendant les prochaines 30 minutes, nous allons discuter un sujet passionnant, comment la différence fait la différence. Et Laurent, je souhaite commencer avec vous. Votre différence est dans votre apparence. À 4 ans, vous étiez victime d'un accident de barbecue et brûlé à 60% de votre corps. Vous avez subi 80 opérations esthétiques et plus de 150 anesthésies générales. Vous avez passé toutes vos vacances scolaires en soins à l'hôpital et vous n'avez pas d'handicap. Par contre, vous avez une différence apparente et les gens ne vous laissent pas oublier votre différence parce que vous voyez dans le regard tous les jours. Exactement. Pourtant, vous ne considérez pas cette différence comme un souci, mais plutôt une source, un avantage. C'est ça. J'aimerais que, même vous parlez d'un avantage relationnel, et j'aimerais que vous en parlez plus de cet avantage. Alors, effectivement, c'est ma femme qui a créé ce concept d'avantage relationnel. En fait, lorsque les personnes me rencontrent la première fois et ne sont pas prévenues que je suis brûlé, il y a souvent un choc qui se passe. Je suis obligé, moi, de les apaiser, d'entrer en relation avec eux pour apaiser cette relation. Et le bénéfice de ça, c'est que les gens n'oublient pas cette première rencontre, en fait. Et ce que ça génère après, c'est que lorsque on se revoit, ils se rappellent de moi. Alors, dans ma vie personnelle, ça génère des petits avantages quand je vais au restaurant. Ah, mon bon monsieur, comment ça va, ça. Quand je vais dans un commerce avec ma femme, alors qu'elle, elle n'est jamais reconnue. Moi, je suis reconnu et j'ai des petits avantages, ça. Et dans ma vie professionnelle, quand j'ai été commercial, eh ben, ça m'a permis de signer des affaires parce que lorsque un prospect rencontre beaucoup de commerciaux, eh ben, j'avais l'avantage qu'il se souvenait de moi et donc de tout ce que j'avais pu lui dire. D'accord, donc formidable. Donc c'est vraiment, voilà, à force, on se rend compte que il y a quand même un avantage à être reconnu avec ces cicatrices.
OK. Laurent, vous avez trouvé votre chemin de la résilience grâce à votre famille, l'entourage et l'éducation. Il ne vous avait pas permis de vous considérer comme quelqu'un de différente. Et vous souhaitez, vous avez la grande ambition d'aider d'autres personnes à trouver leur chemin vers la résilience et une vie apaisée. Et c'est pour ça que vous avez ouvert cette maison Dulcinée, la première maison inclusive où tout le monde peut recevoir des soins. Et selon vous, vous avez l'occasion donc de rencontrer plein de personnes différentes, de tout type de différences. Selon vous, quelles sont les forces que vous avez observées souvent chez les personnes différentes? Alors, j'ai rencontré beaucoup de personnes, effectivement, qui ont, moi je dis, des particularités. Et la première chose que je remarque sur ceux qui font la différence, c'est qu'ils souhaitent mener leur vie à fond. Ils souhaitent profiter de la vie. C'est vraiment un élan positif face à cette vie. Ils ont accepté leurs différences. Hein, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont intégré. Et ils ont refusé la vie qu'on leur promettait, c'est-à-dire la vie qu'on dit tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas de travail, tu auras des difficultés, tout ça. C'est vraiment tout ce parcours qui leur était destiné, en fait, ils l'ont refusé et ils se sont dit, moi, je vais vivre ma vie de manière épanouissante. Et ça a généré chez eux beaucoup de créativité. Ils ont plein d'idées sur comment ils vont comment gérer cette différence et comment ils vont finalement trouver des astuces pour avancer. Et ça, c'est commun à tous ceux que j'ai rencontrés. C'est vraiment ces trois particularités que j'ai identifiées. OK, génial. Donc, créativité, une volonté de trouver des solutions. Exactement. Et de jouer finalement sur sa particularité, sur sa différence, de jouer dessus comme une force. De s'en servir comme une force plutôt que comme un frein dans toutes les étapes de la vie. Ok, force plutôt qu'un frein. Incroyable. Olivier, vous avez eu aussi une histoire inspirante. Vous avez décidé de transformer une maladie, c'était une maladie auto-immune infantile. Vous avez décidé de transformer ça en revanche sur la vie. À 20 ans, vous avez obtenu votre ceinture noire en karaté. Vous êtes champion régional de boxe. Vous êtes devenu officier dans les forces spéciales. Et vous avez vraiment décidé de pleinement saisir la deuxième chance que la vie vous avait offerte. Aujourd'hui, vous êtes bénévole pour l'association Comme les autres, qui a été créée par Michael Jérémia. Si je dis bien son nom. Michael Jérémia, oui. Oui, qui accompagne les personnes devenues handicapées à l'âge adulte, donc souvent à cause d'un accident ou une grave maladie. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule un séjour au sein de cette association et partager des exemples de transformation que vous avez observés chez les participants, qu'ils soient handicapés ou valides? Alors effectivement, moi je suis bénévole de cette association depuis 5 ans. C'est une association qui va avoir 14 ans et qui a donc été créée par Michael Jérémia, qui était l'un de nos porte-drapeaux aux Jeux paralympiques cette année. Il a été handicapé à l'âge de 18 ans après une chute en ski. Il est devenu paraplégique et puis par la suite il est devenu champion de tennis handisport. Il a créé donc cette association qui accompagne, qui prend des personnes adultes, y compris des jeunes adultes, qui viennent d'être accidentés de la vie, se retrouvent en situation de handicap moteur. Et pendant une année, donc l'association rencontre ces personnes au moment où elles sont encore en centre de rééducation. Elle vient leur présenter l'association. Et pour ceux qui adhèrent, ils sont accompagnés pendant une année. Alors ils ont un accompagnement social et professionnel, retour à la vie quotidienne, préparer son projet professionnel, etc. Et dans le cadre de cet accompagnement, il y a ce que Michael avait créé et appelé le séjour aventure sportive. Lui, c'est un sportif. Il est aussi animé un peu de cet élan de vie que tu évoquais tout à l'heure. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces séjours? Eh bien, d'abord, l'objectif de ces séjours qui rassemblent pendant 5 jours 12 personnes, 6 personnes en situation de handicap moteur et 6 personnes valides,
c'est de partir, on loue 2 minivans et on part à l'aventure ensemble, alors avec un séjour qui est quand même préparé, évidemment. On vit dans un gîte qu'on a loué et ensemble, on va vivre des aventures sportives puisque l'objectif, c'est de montrer aux personnes nouvellement handicapées qu'il y a la possibilité de revivre des sports extrêmes, des sensations fortes. Voilà, et donc pendant ces 5 jours, on va enchaîner des activités sportives, parachutisme, plongée, le quad, le jet ski, bon voilà, plein de sortes. Et on ne les fait pas toutes dans un même séjour, mais chaque jour, on fait beaucoup d'activités de ce type, et tout en binôme. Une personne valide, une personne en situation de handicap. Et si toi tu n'as plus de jambes, moi j'ai des bras, et donc ou moi j'ai des jambes, toi tu as des bras, donc tu peux conduire, quand on a des véhicules biplaces, toi tu tiens le volant, moi je joue avec les pédales, voilà. Et on va faire des tas de choses comme ça extraordinaires. Et pendant ces 5 jours, tu me demandais qu'est-ce qu'on découvre. Je pense que les personnes en situation de handicap, elles découvrent que finalement, il y a une vie au-delà du handicap et qu'elles peuvent effectivement faire plein de choses extraordinaires au sens littéral du terme, en tout cas qui leur paraissent extraordinaires. Elles retrouvent confiance en elles. On leur apprend aussi, c'est un peu roots, entre guillemets, ces séjours. Donc on leur apprend l'autonomie. Ils sortent de centre et ils vont apprendre à se déplacer sur la plage avec le fauteuil, sur du gravier, se transférer du fauteuil à un jet ski, du jet ski à je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et puis, donc ça, c'est pour les personnes en situation de handicap. Il y a un avant et un après dans ces séjours. Elles découvrent vraiment que leurs limites sont bien au-delà de ce que le mental avait imaginé. Et puis, les personnes... alors, il ne faut pas croire que c'est un séjour d'aidants, des valides, pour des aidés, les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas du tout le principe. C'est vraiment un séjour où on fait tout en binôme. On vit ensemble 24 heures sur 24. Les chambres sont partagées, une personne valide, une personne en situation de handicap, on vit le quotidien de l'autre. Et en tant que valide, ce que découvrent les personnes, c'est en fait, ils vont vraiment à la rencontre de ce qu'est la personne en situation de handicap et ce que signifie concrètement son handicap. On apprend beaucoup sur soi, on apprend à traverser ses peurs aussi. La peur moi, en tout cas, je disais que j'étais un ancien officier des forces spéciales. Il y a une chose dont je n'avais pas peur quand j'étais militaire, c'était la mort. Je ne l'ai jamais cherché, hein. J'ai tout fait pour l'éviter, et je suis heureux d'être là pour en parler. Mais il y a une chose qui me faisait très peur, c'était le handicap. Au point que j'avais dit à mes parents, si un jour je suis handicapé et que je ne peux pas mettre fin à mes jours, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Je ne voudrais pas vivre si on m'enlève des morceaux, etc. etc. Quand j'ai, mon premier séjour, vécu ces aventures avec eux, quand j'ai rencontré ces gens, et en fait, j'ai compris que non, en fait, je me trompais, qu'il y avait une vie avec le handicap, et qu'on peut vivre, on rit dans ces séjours, on se dépasse, on pleure de joie ensemble, on se rencontre et on change de regard. Et peut-être juste un mot pour finir, dans ces séjours, on a aussi la chance d'avoir des personnes, des salariés qui viennent d'entreprises donatrices. Et ce dont ils témoignent tous derrière, c'est que, comme je viens de le faire, ils découvrent, ils ont changé de regard en fait, sur le handicap, sur la personne en situation de handicap. Et bien évidemment que quand l'entreprise va pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap, d'avoir des collaborateurs comme ça qui ont vécu ces séjours, ils vont pouvoir aller à leur rencontre, non pas comme je vais aider une personne handicapée, mais je suis salarié, tu es salarié comme moi, et ensemble, on va faire une équipe et on va travailler ensemble. D'accord. Donc, ça peut retirer peut-être des barrières par rapport à ce qu'on imagine, qu'est-ce que c'est un handicapé, ses possibilités, sa vie, la posture qu'on doit avoir d'un handicapé. Donc, trouver le juste curseur entre pitié et mépris, ou peur. Parfois, on ne sait pas où se situer. Donc, grâce à ces vies communes, ça aide à savoir que c'est des personnes comme des autres, juste différentes. Exactement, et c'est vrai qu'au départ, ce n'est pas facile la première fois pour les personnes valides de trouver le bon équilibre. On a souvent tendance à vouloir trop aider au début. Je te pousse, mais tu ne me l'as pas demandé. Tu n'as même pas eu le temps d'aller chercher un verre d'eau que je me précipite pour aller le chercher. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que maintenant, on fait les mêmes activités tous les jours. Ce ne sont pas des bébés, ce ne sont pas des enfants dépendants. En fait, il a un fauteuil, il s'est poussé sur ses bras et aller chercher son verre d'eau. Il peut même amener un plateau et nous servir. Et ensemble, en fait,
Au début, j'entends souvent dire nous les valides, certains qui disent nous les valides, on a été impressionnés par ce que vous, les personnes en situation de handicap, avez fait. Puis des personnes en situation de handicap qui disent vous les valides. À la fin d'un séjour comme ça, il n'y a plus jamais ça, il y a nous. Nous tous en fait. Il y a toi, il y a Johanna, il y a Laurent, et ainsi de suite. Il y a Virginie, c'est plus que des personnes. C'est formidable. Virginie, vous êtes sur le profond de naissance et à 9 mois, les médecins affirment que vous ne parleriez jamais. Pourtant, après 20 ans d'orthophonie, vous avez prouvé qu'ils avaient tort. Vous êtes devenue la première avocate sourde de naissance en France. Vous êtes présentatrice de télé. Vous êtes conférencier international. Vous parlez en anglais et en français. Vous êtes un véritable exemple de courage et d'ambition. Et vous inspirez des entreprises et des membres de CODIR. Quels sont, chère Virginie, vos secrets pour faire de votre différence une force? Alors, je me permets juste de préciser que je ne suis plus présentatrice télé. Je l'étais pendant 18 mois et la mission est terminée. Alors, ce qui fait de ma différence une force, je pense que c'est le me jamais, que je n'ai pas supporté. Je pense que c'est mon côté rebelle qui a fait que je me suis dit, du me jamais, je vais faire une réussite. Et ça sera l'histoire de ma vie. Et donc, concrètement, comme je me suis pris, évidemment, je n'avais pas de rôle modèle de personnes qui avaient le même handicap que moi et qui me démontraient qu'il était possible d'avoir une carrière ambitieuse, d'avoir une vraie place en entreprise, d'avoir en plus des responsabilités, de faire partie de la direction, etc. Et donc, il y avait deux options. La première, c'était de me dire, puisque ça n'existe pas, ce n'est donc pas possible. Et la deuxième, c'était d'écouter cette partie de moi un peu rebelle, un petit peu en colère, et de se dire, moi, je vais essayer. Comme j'étais très rebelle, vous devinez le chemin que j'ai pris. Ça m'a démontré une chose fondamentale, c'est que quand on fait le tour de ce handicap, à force de se confronter au fait, aux limites réellement de notre handicap, qu'on en a tous, particulièrement aux situations de handicap, mais on n'a pas besoin d'avoir un handicap pour se dire ça c'est compliqué pour moi, ça je n'y arriverai pas ou je n'y arriverai pas tout seul. Ma compréhension aujourd'hui, c'est de me dire on a tendance à voir toujours le verre à moitié vide. Et on projette sur les personnes en situation de handicap cette même vision, c'est-à-dire je vais voir une personne sourde sur ce qu'elle ne peut pas faire ou sur ce qu'elle ne sait pas faire. Et très peu sont capables en fait, de voir le verre à moitié plein. Et le jour où j'ai repris ça, je me suis dit, mais alors quel est mon verre à moitié plein à moi? Eh bien, je me suis rendu compte que je savais lire sur les lèvres, que assez peu de personnes savent faire, qu'en plus, il y avait d'autres qualités, que j'ai un esprit de synthèse hors norme, je lis beaucoup plus vite que la moyenne au départ pour compenser mon handicap, et aujourd'hui, c'est devenu mon plaisir. Je lis, je ne sais pas combien de choses par jour. C'est aussi cette capacité à sentir les gens, parce qu'on note pas, on compose par le non-verbal, on compose par l'observation. Et donc, quand on négocie des contrats à plusieurs millions, le contrat le plus important auquel j'ai participé, pas forcément directement, mais indirectement, c'était 1,5 milliard. Eh bien, je peux vous dire que si vous savez si la personne en face de vous vous dit la vérité ou pas, vous dit bien tu ou pas, ça fait la différence. Incroyable. Donc, j'ai une deuxième question. Je suis très émue et j'ai une deuxième question. Les entreprises, donc, ils font face à de nombreuses difficultés. Notamment, tous les clients que vous croisez, ils ont le même problème de recrutement, d'engagement et donc de performance. Et avec tout ce que vous avez appris, comment vous pouvez aider ces sociétés sur ces soucis? Alors, je pense avoir répondu à la première question de la motivation, de l'engagement, avec le parcours que j'ai.
il y a plein de clés que je partage pour justement ne jamais abandonner, que c'est important pour nous. Et en plus, il y a évidemment toutes les clés de la résilience, du mindset à avoir dans des moments difficiles, dans les tempêtes et dans les périodes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Parce que honnêtement, je n'ai jamais entendu autant d'entrepreneurs, autant de personnes me dire l'avenir, point d'interrogation, et je pars. C'est vraiment impressionnant. Bref, moi personnellement, évidemment, je me pose la question, mais je n'ai pas peur parce que je sais qui je suis. Je sais quelles sont mes forces, je sais où sont mes faiblesses. Et évidemment, je mise sur mes forces. Sur la partie recrutement, évidemment, je fais partie de la diversité. Et donc, comme toi, Laurent, j'observe. J'observe évidemment ce qui m'arrive et j'observe ce qui se passe autour de moi. Et je me suis rendu compte que le recrutement, c'est la diversité. C'est-à-dire, la diversité s'exprime par le recrutement qui est déjà un petit sujet au soi. Mais l'inclusion, c'est surtout un sujet de management. Et donc, en fait, je leur fais comprendre que si votre management n'est pas opérationnellement dans l'inclusion, forcément, il y a avoir un problème d'engagement, un problème de performance, et donc un problème de recrutement aussi, puisque vous n'allez pas faire rêver les personnes qui vous s'approchent de vous. Et donc, en fait, je partage cette expérience, et d'ailleurs, je fait une formation et un cabinet de conseil pour les accompagner. Formidable. Donc, c'est beaucoup de mindset, d'explication, de remise en question, possibilité de voir la verre, la moitié plein et de comprendre pourquoi on a peur et de quoi on a vraiment peur. Et ça, j'ai une question vraiment pour... Et si je peux me permettre, ouais. en fait, j'essaye d'arrêter d'être dans la réflexion, mais d'apporter le comment opérationnellement on peut transposer en fait nos valeurs. Et ça, c'est très dur aujourd'hui en France. Comment opérationnellement je peux être un bon manager de la diversité. Comment aujourd'hui, opérationnellement, je peux faire la différence avec un bon manager. Manager de la diversité, bon manager, c'est quoi le plus du manager de la diversité? D'accord, d'être beaucoup plus dans l'action et moins dans la réflexion. Et vous avez des stratégies concrètes que vous allez pouvoir vraiment les aider avec votre cabinet de formation. Et une dernière question pour vous trois, j'aimerais avoir, c'est très important parce qu'on vit encore avec beaucoup de biais négatifs encore sur le handicap et les différences. Et la société a bougé très vite dans la technologie, dans la capacité d'aider des personnes avec les différents handicaps. On a la IA, on a une technologie incroyable, on sait aménager des bâtiments, on sait physiquement aider les personnes qui ont perdu des membres de leur corps. Donc, on a une technologie du XXe siècle. Par contre, au niveau de la mentalité, on est toujours au dernier siècle par rapport à l'handicap et l'inclusion. Et qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut faire pour que la mentalité change aussi vite que notre technologie pour qu'on vive vraiment dans le XXe siècle? Quels sont vos avis? Je peux commencer. Moi déjà, je pense que à l'école, il faudrait qu'on soit plus confronté à des personnes qui sont différentes. Typiquement, si je prends l'exemple de Virginie, moi, pendant toute ma scolarité, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était sourd à l'école. J'ai jamais eu à interagir avec quelqu'un qui était sourd, ni dans mon travail. Donc, du coup, c'est vrai que quand ça arrive, on est obligé de réfléchir, d'inventer tout ça, alors que si, dès l'école, on était habitué à interagir avec ceux qui sont différents, déjà, comme tout le reste de la vie, ce serait beaucoup plus naturel dans l'état d'esprit de continuer à interagir correctement. Donc, l'inclusion dès l'école. Moi, ça me parle. J'ai eu la chance, je viens d'une petite ville de montagne où
les gamins, certains avaient des handicaps, surdité. Je me souviens d'un enfant qui a fait toute sa scolarité avec nous parce que sa maman s'était battue pour qu'il soit scolarisé. Il était handicapé, il était très appareillé en raison d'une maladie. Et ce gamin, Jean-Marc, je me souviens encore de son nom et de son prénom aujourd'hui, c'était notre copain. On ne le voyait pas du tout comme un enfant handicapé, on le voyait comme un copain. Au départ, il venait aux fêtes d'anniversaire. Quand on est devenu ado, il faisait des booms avec nous. Et donc, bien évidemment que ça a changé notre regard sur l'autre en situation de handicap. Et de la même manière, tu vois ce que je disais tout à l'heure, parce que nous, on a la chance de vivre avec des personnes qui viennent d'entreprises et qui vont vivre ces séjours avec des personnes en situation de handicap. C'est pas dans les livres, c'est pas sur Internet qu'on va aller à la rencontre de ces personnes. C'est dans la vraie vie. Donc tu parles d'école, c'est dans les associations, c'est en entreprise quand on inclut des personnes différentes et où finalement on découvre que derrière le handicap, il y a un être humain et forcément ça change notre propre regard. Et pour moi, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que la vraie innovation, ce n'est pas seulement l'innovation liée à l'intelligence artificielle, à la technologie, à l'évolution de la société, comme tu le disais très justement, mais c'est dans l'acceptation de choses et de regards. Ça, c'est le vrai courage, au fait, de l'innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons deux problématiques. La première, c'est la peur qui est liée à la méconnaissance. Mais pourquoi n'avons-nous pas le courage d'aller chercher la connaissance? Et le deuxième aspect, c'est la représentativité du handicap dans les médias et dans la société au niveau économique. Je suis toujours sidérée de voir que dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, parce que j'interviens régulièrement en comité de direction, les directeurs en situation de handicap ne le disent à personne. Et moi, juste parce que j'ai fait une intervention, ils m'attrapent dans l'assesseur en me disant on est de la même famille. Pourquoi le handicap est associé à la honte et associé à moi? Alors que nous l'avons démontré, handicap, c'est simplement capable autrement. Je pense que le jour où ça rentrera, ça ira pour nous. Alors, pour compléter ce que tu dis, moi je trouve que la médiatisation de ceux qu'on appelle les rôles modèles, dont tu fais partie, on montre souvent l'exploit. Si je vous parle de Philippe Croizon, vous allez me dire « Ah oui, c'est celui qui a traversé la Manche ». Mais moi, quand j'ai parlé à des gens qui sont allés voir Philippe Croizon, ce qu'ils m'ont dit, tu te rends compte, il est venu nous chercher à la gare avec sa voiture. Donc en fait, ce serait de médiatiser aussi des actions plus du quotidien, des choses dans lesquelles les gens peuvent s'identifier en fait. Traverser la Manche, moi je ne m'identifie pas du tout à Moi non plus. Voilà. Par contre, conduire une voiture et j'imagine comment ça doit être difficile pour lui aussi, mais c'est beaucoup plus proche de moi comme représentation. Et puis, on a besoin de rêver. De rêver. De voir en fait des belles choses, des belles histoires. Et on a souvent effectivement des belles histoires, mais je trouve que c'est beaucoup dans le sens un peu de la pitié. J'ai fait ma bonne action. Ouais. À quel moment ça va être juste une histoire d'être humain? Exactement. Tu le démontres. Mais à part des associations, et qu'on peut rencontrer ce genre d'histoire de rencontre, simplement un être humain qui passe des moments formidables et qui grandit ensemble. Donc, c'est vraiment c'est de vivre ensemble, enfin, à l'école, que ce soit à l'éducation dès le jeune âge, beaucoup plus d'associations où on a l'occasion de vivre des expériences avec des personnes qui sont différentes, beaucoup plus de médiatisation, j'arrive pas. Médiatisation. Merci. Et des belles histoires, des films comme vous m'avez montré, comme les autres, France 2 a fait comme les autres, pour qu'on voit qu'est-ce que ces expériences et les partages, comment sont touchants et comment ça donne envie en fait d'aller vers les personnes qui sont différentes, de les découvrir leur force et de découvrir que c'est des vraies personnes et qu'on doit arrêter de penser nous et eux et penser simplement nous en tant qu'êtres humains.
Merci à tous les trois. C'était incroyable, vos points de vue, vos partages de vos expériences. Je pense que dans ces 30 minutes, nous avons eu vraiment des perspectives et des points de vue qui pouvaient vraiment nous aider à changer le regard qu'on peut avoir sur la différence et sur l'inclusion. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, développer des conversations avec ces trois personnalités incroyables, je vous invite de les contacter directement sur LinkedIn, sur Messagerie, d'aller voir leur site également et leur compte Instagram. Quelques actualités très rapidement. Virginie va continuer à inspirer et agir. En janvier, elle lance une formation opérationnelle sur le management de la diversité et un cabinet de conseil. Et son livre Abandonnez jamais, qui peut être un très bon cadeau de Noël, elle va faire un deuxième ouvrage très attendu en septembre 2025. Laurent souhaite accélérer son activité de conférencier en 2025. Il cherche activement un agent pour promouvoir sa conférence. Peut-on avoir une vie normale avec la tête que j'ai? Il prépare également un levée de fonds pour ouvrir une deuxième maison de beauté inclusive à Nantes via des fonds de dotation. Et Olivier va continuer ses activités de coaching et formation et conseillère de dirigeantes. Ces conférences reprennent à partir de janvier, qui sont inspirées de ses expériences chez les forces spéciales. Vous pouvez trouver toutes ces actualités sur ces conférences sur son site Synergie Eco. Un petit mot sur l'AFCP. Notre mission est de professionnaliser et promouvoir les métiers de conférencier et maître de cérémonie en visant l'excellence au service de la performance. L'AFCP est l'endroit idéal pour apprendre, tester vos conférences, participer dans les masterclass, bénéficier des conférences d'experts ou rencontrer des gens extraordinaires comme aujourd'hui. Si vous souhaitez découvrir l'AFCP, notre prochaine journée professionnelle sera le 21 janvier au Forum 104 à Paris et notre convention annuelle Elevate se tiendra le 28 février et 1er mars au Caesar Palace à Paris. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'AFCP. Il faut chercher AFCP Conférence. Merci de nous avoir suivis sur ce live. Merci infiniment à tous les trois. Nous vous souhaitons un excellent après-midi, un très bon week-end et des très joyeuses fêtes de Noël. Et à bientôt pour un prochain live.